Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Il est 9h03, la vérité en face, 0826 300 300, c'est le principe, vous nous appelez, vous réagissez à l'actualité. Bonjour à tous. Fini l'été, les profs font leur rentrée aujourd'hui, les élèves ce sera lundi, oubliez les vacances, les politiques eux, eh bien ils sont déjà dans l'après avec cet étonnant spectacle vu à la clôture hier des journées de rentrée du MEDEF. François Bayrou devant les patrons prononçant un discours de politique générale, disons, qui sentait les adieux, évocation de cette France qui a tout, mais qui va dans le mur si elle ne fait rien pour sa dette, avant de se justifier après sa boulette sur les boomers, invité à se soucier des futures générations, celles qui justement reprennent les cours lundi. Et puis il y a eu cet hallucinant débat final entre chefs de parti, comme à la télé, comme si la présidentielle avait lieu la semaine prochaine, comme si les 10 jours qui restent pour tenter de sauver le gouvernement Bayrou avant le vote couperet du 8 septembre étaient, comme les vacances, déjà du passé. À suivre, le débat de la vérité en face qui aura couru bien toute la semaine et qui n'est pas terminé. La France, oui ou non, peut-elle être mise sous tutelle de Bruxelles et de la BCE, voire du FMI? Pourquoi pas? Notre destin, du fait de la dette, peut-il nous échapper? Deux invités ce matin. En studio avec moi, Pierre Gentillet, bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes avocat, ancien candidat Rassemblement National aux élections législatives dans le Cher, et avec nous également, mais à distance, bonjour Éric Baird. Bonjour. Voilà, vous nous entendez, économiste, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Vous avez soutenu le programme du NFP, le nouveau Front Populaire. Vous débattrez ensemble dans un instant. Nous reviendrons sur ces 5 jours d'une controverse qui divise le pays. Depuis que le Premier ministre, vous le savez, François Bayrou a mis son mandat en jeu. Le vote de confiance, la menace d'une faillite de notre économie et d'une mise sous tutelle jusqu'au boomer pointé du doigt. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous avez la parole. Hashtag on en parle tout d'abord avec vous, Jules Boscherini. Cette séquence de Jordan Bardella qui n'a pas mâché ses mots lors du débat de clôture des rencontres avec les entrepreneurs au MEDEF hier. Oui, absolument, Jean-François. Bardella a fait preuve de finesse hier pour afficher son mécontentement. Une comparaison sportive très critique envers la gérance économique du pays. La France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes. Des mots qui provoquent alors les rires de l'audience. Bardella le sait, il a fait mouche et les réactions sur les réseaux vont d'ailleurs dans le sens du député européen. 45 ans que ça dure, les politiques coupables du déclin de la nation à tous les niveaux. Le RN, lui, n'y est pour rien, peut-on notamment lire sur X. Mais ce n'est pas la seule punchline lancée par le président du Rassemblement National qui lâche un second tacle. Si vous, chef d'entreprise, vous aviez géré vos sociétés comme le pays est géré depuis 8 ans et plus, vous seriez très certainement en liquidation judiciaire. Sauf que cette dernière passe moins bien que la précédente. Cette fois-ci, les utilisateurs sont très critiques envers lui et on lui reproche ses propos. Bac+0 essaye de se donner un style alors qu'il n'a jamais été au bout des choses. Il ne connaît pas le réel. On peut même voir des commentaires reprenant ses propres mots et le qualifier d'âne. Mais il y a aussi sa légitimité qui est remise en cause. A-t-il déjà dirigé une entreprise? Ou pour qui se prend-il? Il n'a jamais bossé et est le chef d'un parti dont les comptes sont déficitaires. Des réactions donc très virulentes à l'égard de Jordan Bardella. Merci à vous, Jules Boscherini. Messieurs, avant de passer au débat du matin, peut-être une réaction. Je commence par vous. Vous êtes à distance, Éric Baird, sur ce qu'a clamé hier Jordan Bardella devant les patrons réunis par le MEDEF pour la rentrée de la REF. Oui, si on prend par exemple les 2 points qu'il a mentionnés, on a des meilleurs joueurs, mais on a entraîné par des ânes. Bon, je rappelle que ces ânes-là, le Rassemblement National a refusé de les censurer depuis un certain nombre de fois, donc c'est pas très cohérent. Et puis, il reprend aussi un poncif quand même qui est largement répété, selon lequel en gros, l'État devrait être géré comme une entreprise, et c'est là l'erreur principale que l'on fait. On va y revenir dans le débat, je suppose. Oui, là-dessus, Pierre Gentillet, 2 mots sur cette déclaration. Est-ce qu'une personnalité peut dire ça?
Bien sûr. Ensuite, encore une fois, on fait aussi le constat de la gestion qui a été celle d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron est aux responsabilités économiques depuis qu'il est ministre de l'économie à Bercy, depuis de mémoire 2014. Cet homme est responsable de manière quasi continue de près de 1000 milliards. Donc c'est vrai que c'est quand même le minimum qu'on puisse tout de même effectivement critiquer cette gestion, mais j'imagine qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans le débat. Alors justement, le débat de ce vendredi à présent, notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. François Bayrou a-t-il raison, c'est lui qui le dit, de dramatiser? La situation est-elle aussi grave qu'il le dit? Gardez la main, Pierre Gentillet. Est-ce que ce débat-là, selon vous, aujourd'hui, est légitime? C'est-à-dire mettre en avant la dette et dire il y a urgence, réunissons-nous, quelles que soient nos couleurs, nos obédiences, et essayons de travailler ensemble là-dessus. Non mais bien sûr, c'est-à-dire que, encore une fois, sur la question du constat, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, je pense même jusqu'à gauche. Je ne veux pas anticiper ce que va dire tout à l'heure mon contradicteur, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y a un déficit, que ce déficit, il est excessif, que ce déficit, il est inquiétant, il est récurrent et il s'accroît. Et que, d'ailleurs, je vous rappelle qu'au Rassemblement national, on a un certain nombre de propositions qui ont été faites à François Bayrou pendant les vacances. Alors, François Bayrou a répondu, soi-disant que les oppositions étaient en vacances. C'est faux. Le Rassemblement national a fait des propositions par la voix de Marine Le Pen, qui est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, fin juillet, avec des pistes d'économie. Donc, je pense qu'on prend, et le il est collectif, on prend la mesure des économies. La question, elle n'est pas là. La question, c'est de savoir quel est le choix politique sur les économies. C'est-à-dire, quelles économies voulons-nous faire? Et on note une chose, c'est que le gouvernement de François Bayrou, dans son projet, a refusé systématiquement d'évoquer, d'effleurer la question, par exemple de l'immigration ou de l'économie qu'on pourrait réaliser de manière substantielle sur des agences qui aujourd'hui Vous voulez dire sont des agences qui sont... Sur le deuxième point, des réformes structurelles, Pierre Gentillet. Oui, des réformes structurelles. Oui, Éric Baird, la menace qui a été agitée par Éric Lombard, vous allez rebondir sur ce que vient de dire Pierre Gentillet, j'imagine. La ministre de l'économie qui a d'ailleurs un peu rétro-pédalé au lendemain, en début de semaine, c'est quand il dit la France surendettée, quelque part, il nous a dit qu'un scénario à la grecque nous pendéonnait. Vous savez, vous rappelez, la Troïka, Commission, FMI, BCE. Est-ce que ça, c'est vraiment... nous sommes au seuil d'être sous tutelle? Non, là, je crois qu'il faut quand même raison garder. Alors, il est vrai que la situation de la dette française et du déficit public, ça s'est accru ces dernières années. Et M. Gentillet le rappelait, 1000 milliards de dettes en plus depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc ça, c'est une réalité. Mais la peur sur la dette qui a déjà été faite, je rappelle au moment de la censure de Michel Barnier, on nous servait également ça. Bruno Le Maire avançait cet argument régulièrement, mais tout ça masque le pourquoi. Parce que plutôt que de quelles économies on doit faire, il faut déjà savoir pourquoi on en est arrivé là. Et le pourquoi on en est arrivé là, c'est pas une explosion des dépenses publiques. La Cour des comptes a renseigné ça dans plusieurs rapports et a montré que depuis 2017, en fait, il y a un manque à gagner aujourd'hui annuel en matière de recettes fiscales qui s'élève à une 60aine de milliards. Donc oui. La raison, elle est là principalement. Et vous dites juste un point pour répondre à votre... Oui, allez-y, continuez, Éric Baird. Non, juste un point sur le fait qu'on serait proche d'une situation à la grecque. Là aussi, il faut quand même raison garder. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la situation actuelle, qu'on soit bien clair, mais on n'est pas avec le FMI aux portes et qui va arriver demain. La France a été, au cours du siècle dernier, en 1926, c'est une note de l'Institut Avant-Garde qui nous rappelle ça, n'a pas été en situation véritable de défaut de paiement ou de crise de la dette, mais une situation qui était la plus critique. Et à ce moment-là, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paie, représentait 42% des dépenses publiques totales. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 3%. Donc vraiment, il faut avoir ces ordres de grandeur pour voir que on n'est pas du tout dans cette situation-là.
aujourd'hui. Pierre Gentillet, sur le risque de dégradation de la situation, parce que pour l'instant, nous arrivons encore alors c'est ce que rappelait François Bayrou, hein, nous en sommes quand même à des niveaux de remboursement avec la charge de la dette qui sont conséquents, c'est le premier poste de dépense, et ce qui peut s'élever, et ça a été la trajectoire, c'est 2029, plus de 100 milliards d'euros par an, mais est-ce que le pays, à vos yeux, reste solvable, et jusqu'à quand? Parce que ça peut se dégrader très vite. Non, bien sûr qu'il est solvable. Encore une fois, on a fait des propositions d'économie. Ce qui est irresponsable ici, et je voulais, avant de répondre complètement à votre question, rebondir sur ce qui a été dit, parce que c'est très important. Oui. Le gouvernement agite un chiffon rouge qui a déjà été agité, souvenez-vous, par le gouvernement Barnier. Sous-entendu, si ce budget n'est pas voté, alors là, la question ne va pas se poser, puisque de toute façon, la question de confiance, a priori, va faire chuter le gouvernement Bayrou, mais si ce budget et les mesures de purge, parce qu'il faut bien les qualifier comme telles, ne sont pas adoptés, alors on irait, je reprends le titre de votre émission, vers une mise sous tutelle. Mais alors ça, vous voyez, je pense qu'il faut vraiment qu'on démonte ce mythe. Il n'y a pas de capacité juridique, tant du FMI que de la Banque Centrale Européenne, et j'irais même jusqu'à dire de l'Union Européenne, pour mettre sous tutelle. Quand le FMI intervient, c'est toujours à la demande des États, voyez-vous. Donc en fait, quand le gouvernement nous dit ça, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à confisquer le débat que nous avons aujourd'hui, et qui est légitime, qui est le débat politique, de savoir quelles sont les pistes d'économie que l'on veut réaliser. Donc oui, la situation est grave, personne ne le nie, mais encore une fois, la seule mise sous tutelle qui existe, de facto, c'est pas la mise sous tutelle du FMI ou de la BCE, c'est la mise sous tutelle qu'Emmanuel Macron nous a infligée par la dette, par ces 1000 milliards. C'est ça la réalité. Et c'est pas une hypothétique, et qui n'arrivera pas, mise sous tutelle du FMI ou de la Banque Centrale Européenne, qui n'a pas cette compétence pour la Banque Centrale Européenne, je le rappelle. Éric Baird, je vais vous faire réagir dans un instant. Vous savez ce qu'on va faire? Vous nous en marquez une pause. Nous allons aussi solliciter nos auditeurs, vous le savez. Nous attendons vos appels au 0826 300 300. Êtes-vous inquiet? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment matière à redouter cette possible, à terme, si la trajectoire est mauvaise, mise sous tutelle de la France, comme cela s'est produit pour la Grèce? Vous nous appelez, il est 9h15 sur l'antenne de Sud Radio, à suivre la deuxième partie de La Vérité en face. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Achilly. 9h19, 0826 300 300, la vérité en face, la question qui est posée depuis lundi, et ça va durer jusqu'au 8 septembre, la dette, la France est-elle au bord du précipice et peut-elle être mise sous tutelle de Bruxelles, de la BCE, voire du FMI? J'attends vos réactions sur notre standard, notre destin du fait de la dette peut-il nous échapper? Vous êtes en ligne, Stéphane, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. François. Vous nous appelez d'où, Stéphane? Je vous appelle du Pays Basque. Ah, superbe. Sympa, ouais. Alors, ouais. Votre regard sur ce qui se passe aujourd'hui avec la dette, cette mise en alerte de François Bayrou, vous la validez ou pas? Elle vous inquiète, cette situation, ou pas? Oui, alors la situation est très inquiétante. Bayrou, il fait deux affirmations. La première, c'est que on est au bord du gouffre, et là, je valide effectivement. Je vois ce qui se passe un peu autour de moi. Pour être chef d'entreprise, et on n'est pas loin de la catastrophe. Effectivement, ça freine de partout. Les petits entrepreneurs essaient de vendre leur boîte parce qu'il n'y a plus grand-chose, ou la vendent, ou alors partent à l'étranger. Les gens qui sont actifs ont plus vraiment envie de travailler parce qu'il y a beaucoup une grosse partie de leur salaire qui part aussi en taxes, et quand ce qui leur reste, il leur reste pas grand chose, donc ils font le calcul, c'est pas évident. Enfin, pour le premier point, je valide. Par contre, où je valide pas, c'est quand il dit si on partage ce constat que on est au bord du gouffre, et bien après le reste c'est anecdotique et il n'a pas vraiment de solution, ou alors les solutions qu'il propose, bien ce sont toujours les mêmes de faire les poches des Français, en gros, en fait. Et puis surtout, ce qui est scandaleux, c'est son affirmation que finalement, quelque part, les gouvernants, ils sont pas pour grand chose, c'est les Français qui ont consommé, qui ont dépensé plus qu'ils gagnaient. Ouais. Voilà, ça c'est une mauvaise idée. Et alors que ce qui est aussi surprenant, c'est que tout le monde, une grande partie des Français connaissent la solution. Je veux dire, depuis la crise des gilets jaunes, ces gilets jaunes qu'on présentait comme des gens absolument incultes, avaient fait le bon constat, en fait. À savoir, Stéphane.
Mais à savoir qu'on a des dépenses publiques qui sont complètement dingues et pour des résultats qui sont lamentables en fait. Oui. Donc, vous êtes dans quel secteur, Stéphane? Vous êtes dans quel secteur vous-même? Conseil aux entreprises. D'accord. Conseil logiciel et conseil aux entreprises. Donc vous savez ce qui se passe, vous connaissez le tissu entrepreneurial là où vous êtes. Ouais. Donc vous pensez qu'il y a une sorte d'évidence pour tous, le côté structurel des réformes à mener, ça n'est jamais fait. Jamais. Ça n'est jamais fait. Alors structurel, il y a deux éléments. Le premier, c'est la surface des dépenses publiques qui sont absolument colossales et tout ce que ça entraîne, c'est-à-dire pour financer alors ce que ça entraîne déjà, parce que j'entendais un député ou une présidente de commission, le cul, qui me semble hier, mais on avait l'impression qu'elle était inculte, cette dame, et elle nous disait on a des dépenses publiques qui sont énormes, mais c'est pas très grave. En gros, le problème, c'est qu'on a un tissu productif qui est pas assez important. Mais si on a un tissu productif qui est pas assez important, c'est qu'il y a trop d'argent qui est drainé vers le secteur public, et secteur public qui est en partie improductif. Et ce sur quoi elle ajoute que, mais les Français, vous comprenez, on peut pas leur donner et plus de personnes, de fonctionnaires devant eux, et diminuer les dépenses publiques. Ce qui est absolument faux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait diminuer les dépenses publiques et avoir un secteur public plus performant. Il suffit d'avoir des ratios entre productifs et administratifs au sein de la fonction publique qui soient efficients et pas 10 improductifs pour 3 productifs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des vraies réformes à faire, mais personne ne veut les faire, et quand on écoute Bayrou, c'est le début de la fin d'un raisonnement économique. Donc on a des gens qui sont lettrés sans doute, mais que c'est pas des gens qui sont capables de gérer l'économie. J'ajoute juste pour finir, si vous me laissez encore une minute, c'est qu'on a quand même un gros problème aussi, et je pense, il y a plein de problèmes, À mon avis, il y a aussi le problème de l'immigration qu'il faut vraiment limiter. On a un gros problème aussi, c'est un problème médiatique. C'est-à-dire que si on fait le constat, si on regarde ce qui s'est passé sur les trois derniers mandats, ou 4 derniers mandats, les 5 derniers présidents, on a eu quand même un président qui a été soutenu à bout de bras par les médias, qui s'appelait Sarkozy, qui était présenté comme Kennedy. Il fallait faire fort quand même, Kennedy. On a eu le petit prince de la finance qui nous a mis 1200 milliards, soutenu par tous les médias, quasiment, qui était le prince de la finance, qui nous met dedans de 1300 milliards. On a maintenant, tenez-vous bien, j'ai lu, je sais plus trop où, Bayrou qui était Churchill, en fait. Vous voyez? Donc, mais c'est complètement dingue. Et là, vous tensez les clichés médiatiques, Stéphane. Mais c'est terrible parce qu'on sent que le média accompagne la faillite. Enfin, pas maintenant, parce que depuis quelques semaines, vous parlez de la petite musique qui se dégage de tout ce débat. Oui, il y a un petit brouhaha, qui accompagne la catastrophe depuis 20 ans, en fait. On accepte la critique. Stéphane, merci pour ce développement et vraiment ce regard très précis sur ce qui se passe. Éric Baird, je commence par vous. Apparemment, le constat est partagé. Oui, pour regarder la dette de près, on pourrait ajouter aussi, au fond, les taux directeurs qui sont pratiqués aujourd'hui, qui ne cessent d'augmenter parce que la Banque Centrale Européenne, elle veut lutter contre l'inflation, ce qui est légitime aussi, mais ça nous entraîne vers une spirale ascendante. Tout ce constat, Éric Baird, est partagé sur le regard est le bon, mais peut-être pas forcément les solutions. Oui, ce que je serais tenté de dire, c'est que avec la dette, c'est ni bon ni mauvais par définition. C'est à quoi elle sert, pourquoi on fait de la dette, dans quel but. Le problème ici, la situation que l'on a actuellement, c'est que on fait de la dette non pas pour investir dans l'avenir du pays, non pas pour faire de l'investissement productif, pour engager la transition écologique par exemple, ou ce que vous voulez, mais parce que c'est ça qui va créer de la richesse, qui permet ensuite de rembourser la dette. Et là, dans ce cas-là, la dette n'est pas vraiment un problème, si elle permet de développer l'économie du pays. Aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que on fait de la dette pour boucher les trous que l'on a fait avec tous les cadeaux fiscaux qui ont été faits et qui représentent une 60aine de milliards, comme je le disais tout à l'heure. Donc cette dette-là, évidemment, elle est problématique parce qu'elle n'est pas créatrice de richesse. C'est-à-dire que au lieu que tout le monde participe à hauteur de ses moyens à l'effort collectif en matière de fiscalité, eh bien, on a favorisé
les grandes entreprises et les ménages les plus aisés, qui, du coup, ce qu'ils ont eu en plus n'a pas servi à investir, parce que les taux d'investissement stagnent, mais a servi à générer une épargne qui, un enrichissement personnel. C'est là le problème. Oui. C'est là le problème. Oui. Alors après, j'entends le discours qui tape sur le public, il faut réduire les dépenses publiques, mais je voudrais rappeler à votre auditeur que là, les dépenses publiques, ramenées, il faut toujours raisonner par rapport au PIB, le poids des dépenses publiques a diminué légèrement, même sous Emmanuel Macron. Mais le problème, c'est que le poids des recettes publiques, lui, a diminué encore plus fortement, ce qui explique ça. Et le secteur public, pardon, vous allez dire, je prêche pour ma paroisse, mais en tant qu'universitaire, oui. Mais le secteur public, ça représente un peu moins de 20% du PIB, donc de la création de richesse. Donc dire que l'activité, ce qu'on appelle la production non marchande, en termes économiques, elle est productive. D'accord. Le secteur public, il est productif aussi. Oui. Éric Baird, je fais réagir Pierre Gentillet qui est ici en studio. Ce qui vient d'être dit par Éric Baird, je vous sens pas forcément en accord là. Je souscris sur le début, sur ce qui a été dit. Effectivement, en fait, la dette, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'investissement, c'est tout à fait logique. Il y a une bonne et une mauvaise dette. Ça dépend en fait. Productive. Et ça dépend à quoi elle est employée. Oui. Et puis il y a aussi un autre sujet, c'est les intérêts de la dette. Et ça c'est vraiment un gros sujet parce que ça ne cesse de s'alourdir année après année. Et c'est ça ce qui pèse de plus en plus sur le budget de l'État. Évidemment, c'est les intérêts. Vous la renégociez en permanence, c'est ça monte. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, moi je suis d'accord, et je pense que pour le coup c'est une vision assez partagée, qu'il y a la dette qui correspond à de l'investissement et de l'investissement à long terme. Alors, monsieur parle d'investissement écologiste, en fait, de l'investissement qui va nous permettre in fine à la fin, d'accroître la richesse du pays. Ça, on est tout à fait d'accord. Après, là où moi je suis effectivement plutôt en désaccord avec monsieur, et je rejoins l'auditeur, c'est le poids de la dépense publique. Alors, il est vrai que la dépense publique a baissé légèrement sous Emmanuel Macron, mais elle représente, il me semble, encore une fois, je parle sous son contrôle, puisqu'il est aussi économiste, plus de 50% de la dépense publique, représente 50% de la dépense publique, ça représente l'économie du PIB. Donc, on a un poids de la dépense publique qui reste toujours considérablement trop important. Et puis, encore une fois, il y a des économies, ça ne nous empêche pas de penser à des économies. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui a été évoqué, effleuré par votre auditeur, c'est la question de l'immigration. Oui, avec des chiffrages très contestés là-dessus. Oui, Pierre Gentillet. Pas tellement. Oui. Si on parle, par exemple, l'Observatoire de l'immigration a produit un rapport là-dessus et estime que sur les prestations dites non contributives, on pourrait économiser jusqu'à 18 milliards. Donc on a des pistes d'économie qui sont devant nous. Le problème, c'est que on n'en débat même pas. Ce sujet n'a même pas été évoqué par François Bayrou. Donc à partir de là, le débat n'est même pas posé sur la table. Allez, je vous fais réagir tous les deux également. Tout à l'heure, nous allons évoquer ce débat qui n'est pas anecdotique, qui n'est pas anodin, sur, vous savez, cette déclaration, puis une tentative d'explication de François Bayrou autour de la génération dite des boomers. 9h30, 0826 300 300. Vous nous appelez toujours, la vérité en face, à suivre. Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Avec nos deux invités, Pierre Gentillet, avocat, ancien candidat RN aux élections législatives dans le Cher, très bel endroit. Tout à fait, oui. Magnifique. Éric Baird, également, vous êtes là, économiste, maître de conférence à l'Université de Bordeaux, et vous avez soutenu le programme du NFP, le nouveau Front Populaire. Nous parlons évidemment de cette dette qui est au cœur de toutes les préoccupations depuis lundi, et ça va courir jusqu'au 8 septembre. Il y a ce vote sur la confiance au gouvernement. Faut-il s'inquiéter de cette dette? Peut-on aller jusqu'à un scénario à la grecque, comme a pu l'avancer avant de se rétracter Éric Lombard, le ministre de l'économie? Et puis il y a eu cette sortie de François Bayrou, au fond accusant les boomers de ne pas se soucier des futures générations. Le Premier ministre qui s'en est expliqué hier lors de la clôture des universités d'été du MEDEF à Roland-Garros, qui est revenu sur sa déclaration. Vous déformez ce que j'ai dit. Alors je vais vous dire ce que j'ai dit. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby boom.
Alors c'est une expression que votre génération a inventée et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ceux qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Là-dessus, Éric Baird, qu'est-ce qu'il a voulu dire, selon vous, le Premier ministre ? C'était une façon d'amener l'idée selon laquelle il fallait que les retraités contribuent un peu plus ? Je suppose, mais c'est pas très clair. Ces explications sont assez confuses, je trouve. Après, c'est la stratégie aussi du diviser pour mieux régner. Hein. C'est toujours montrer une catégorie de la population, une catégorie de la population contre une autre. Voilà, donc cet argument-là, il est pas très sérieux. Il met de l'huile sur le feu à vos yeux, Éric Baird. Il stigmatise là les retraités. Alors évidemment, il y a des retraités aisés, mais je rappelle que le taux de pauvreté des retraités augmente et que vous avez plusieurs millions de personnes qui, à la retraite, ont vraiment le minimum pour vivre. Donc ça veut dire quoi de montrer du doigt ces personnes-là? Pierre Gentillet là-dessus. Même si. Finissez, Éric Baird, finissez. Non, mais je dis, même s'il y a effectivement une minorité de retraités aisés, d'accord. Et là, on peut faire peser un effort fiscal, mais d'une manière ou d'une autre. Mais comme sur d'autres catégories de personnes de la population aisée, voilà. Pierre Gentillet. Moi, je vais vous dire une chose. Les propos de François Bayrou, j'ai vraiment bondi de ma chaise quand j'ai entendu ça. Pourquoi ? Parce que l'électorat le plus fidèle du bloc central et celui qui a fait l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et sa réélection en 2022, je vous rappelle qu'au premier tour, les plus de 65 ans ont voté à plus de 40% dès le premier tour pour Emmanuel Macron. Donc l'électorat le plus fidèle, peut-être même le dernier qui lui reste, c'est celui qui a choisi d'attaquer François Bayrou. Je me suis dit à un moment, je me suis dit cyniquement, mais cherche-t-il à détruire tout ce que le président de la République a fait, ou en tout cas à capter électoralement? Parce que c'était l'électorat, je dis c'était, parce qu'à mon avis, ça l'est plus, d'ailleurs, ça l'est de moins en moins, le plus fidèle. Non mais c'est surtout complètement fou. Et puis, par ailleurs, effectivement, c'est faux. Si on peut tout à fait demander une contribution, ça on peut le faire, aux retraités les plus aisés, je pense que ça on est à peu près d'accord. C'est très facile de pointer du doigt les retraités quand on sait qu'on a une bonne partie de ces gens-là qui ne vivent pas dans les dimensions, dans l'aisance qu'on imagine. En réalité, c'est une manière de les pointer pour ne pas s'attaquer aux économies structurelles, à l'immigration, à la contribution de la France à l'Union européenne qui augmente de plus de 5 milliards pour cette année. C'est très facile de s'en prendre aux retraités. Allez, nous sommes en ligne avec vous, Pierre, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Toulon. Toulouse. Ah là là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est pas à côté. Hein. Si vous voulez faire ça en bagnole, il y en a pour quelques heures. Hein. C'est une transversale. Pierre, je ne sais pas si vous êtes actif ou retraité vous-même. Alors moi, je suis actif, mais je dirais que ce qui me gêne dans tout ce que j'entends, c'est qu'on oublie de dire que depuis 2017, la population à la retraite augmente plus vite que la population qui rentre dans la vie active. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de retraités. Donc, à un moment donné, il faudra bien que, notamment pour les fonctionnaires, je rappelle que les fonctionnaires sont payés par nos impôts à la retraite. Il n'y a pas de cotisation de retraite pour les fonctionnaires. C'est nous qui payons. Donc, forcément, si vous avez beaucoup plus de fonctionnaires qui rentrent à la retraite, on aura beaucoup plus d'impôts à payer. Il a raison, François Bayrou, Pierre, de Toulouse, de pointer ce débat. Il a le mérite d'être au moins sur la place publique. Hein. Ben oui, mais je crois surtout, après tout, en effet, Macron a joué le jeu pour qu'il soit réélu. En 2022, moi je me souviens, il y avait des retraités qui disaient « Ah, ils nous ont enlevé la taxe d'habitation, on va voter pour lui ». Bon, mais très bien, il a voulu être réélu de façon, pour moi, cynique. C'est une bonne chose. Ça a coûté 40 milliards d'ailleurs, puisque nous n'avons plus la taxe d'habitation. Mais à côté de ça, je crois surtout que ce qu'il faut faire, et il faut quand même considérer que ceux qui ont pris la retraite à 55 ans, voire à 60 ans, ils n'ont pas cotisé, c'est pas vrai, 35, 38 ans, c'est faux, puisqu'ils ont déjà pris leur retraite à 55 ans. Et ils ont de bonnes retraites. Ceux-là doivent cotiser et participer justement à la dette, puisque eux, en effet, auraient dû travailler beaucoup plus. Je crois que c'est là la vraie solution pour qu'elle soit à la fois
normal, quoi. L'emploi des seniors, Pierre, faire en sorte qu'il soit vraiment développé, hein, et que les jeunes entrent dans la vie active et que les seniors travaillent peut-être, s'ils le désirent, hein, plus longtemps. Vous pensez que c'est la bonne idée ? Ah oui, moi je crois surtout que, c'est-à-dire s'ils peuvent travailler jusqu'à 65 ans. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu la dernière émission, ils ont expliqué qu'il y avait plus de 600 000 personnes qui travaillaient jusqu'à 70 ans, voire 75 ans, parce qu'eux n'ont pas suffisamment de retraite. Donc je crois que quand même il faut trouver un équilibre autour de ça, c'est-à-dire que d'un côté, regarder ceux qui gagnent très très bien leur vie à la retraite, parce que franchement, à 80 ans ou 90 ans, est-ce que vous avez besoin de 4 000 € par mois ? Vous avez la plupart des gens qui mettent cet argent de côté. Alors ils expliquent toujours, oui, on ne sait jamais si on part en maison de retraite, etc. Mais cet argent ne tourne pas dans la société. C'est pour ça que le système est bloqué. Trop d'épargne, vous nous dites ce matin, Pierre, de Toulouse. Pardon, on reste à l'ouest, c'est bien l'ouest. Merci Pierre. Max, vous nous appelez de Castres. C'est à votre tour, Max, votre regard sur ce débat, cette inquiétude autour de la dette publique qui ne cesse de gonfler. Oui, merci Bonjour Jean-François, et bonjour à vos invités. Moi, ma vie, ça a été dans la banque d'affaires, et donc quand je regarde tout ça, je suis interpellé par un point qui n'est pas abordé ici. Allez-y. C'est à qui appartient la dette. Parce que quand vous avez un bon banquier et que votre dette est constructive, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, peu importe le montant de la dette, quelque part. Là, aujourd'hui, la dette n'appartient pas aux Français, contrairement au Japon, où les Japonais détiennent 120% de dette sur leur PIB, avec une dette qui appartient à 80% aux Japonais. Donc ils sont maîtres de leur destin. Nous, notre dette appartient essentiellement à des fonds de pension qui sont américains et pour l'essentiel chinois. Fonds de pension chinois, ça veut dire fonds de pension sous la houlette du gouvernement chinois. Donc nous dépendons de ces gens-là qui sont à la fois nos banquiers, mais aussi nos fournisseurs obligés, car vous ne pouvez pas refuser d'acheter un fournisseur lorsque celui-ci est votre banquier. Sinon, il faut trouver un autre banquier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur le sujet de M. Bayrou, il serait intéressant aujourd'hui, non pas d'accuser Pierre pour des doigts d'épaule en montrant du doigt les retraités ou d'autres personnes, mais ce qui serait intéressant, ce serait de dire, mais messieurs les Français, les années 60 ont été glorieuses, et pourquoi aujourd'hui vous ne rachèteriez-vous pas vous-même la dette par le biais d'emprunt d'État? Vous pensez à un emprunt type Balladur 93 par exemple? Un emprunt beaucoup plus substantiel que ça, ce serait de consacrer un tiers de l'épargne des Français qui représente 1500 milliards d'euros à se substituer à la dette de fonds de pension étrangers pour que les Français redeviennent propriétaires d'une partie de leur dette et de leur avenir. Max, voilà, j'ai parlé un peu vite pour dire tout ça. Non, Max, je m'en excuse. Non, ne vous excusez pas, c'est très intéressant. Max, pourquoi, rapidement, et nous donnons la parole à nos deux invités pour leur regard sur ce sujet, pourquoi est-ce qu'au fond, France Trésor, l'agence qui est à Bercy, s'adresse au marché financier? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne se tourne plus vers l'épargne nationale? Parce qu'en fait, le gouvernement a peur que, compte tenu de la façon dont la France est gérée depuis une quarantaine d'années, il a peur de constater que les Français soient plus frileux pour acheter la propre dette de leur pays que ce que les étrangers sont prêts à faire. Pourquoi aller sur les marchés? Tout simplement parce que sur les marchés, quand vous détenez la dette et que vous détenez aussi des sociétés qui vendent des produits, vous pouvez condamner celui qui est votre obligé par la dette à acheter vos propres produits. Et par ce biais, on désindustrialise le pays et on n'a plus aucun moyen de se développer. En fait, c'est quelque chose de bien plus fondamental. Je suis très content que vous nous exposiez cela. Merci Max en direct. Je vous en prie, Jean-François. C'était très important, très précieux. Vous n'êtes pas allé trop vite. Tout le monde a tout bien compris. Éric Baird, c'est fondamental ce qui vient d'être dit entre Pierre et Max d'ailleurs de Toulouse et de Castres. Éric Baird, ce système qui consiste à aller sur les marchés financiers et au fond en fonction des offres attribuer des lots les plus intéressants pour essayer au fond d'acheter de l'argent le moins cher possible, qui est déjà à des prix, à des taux exorbitants. Il est là le problème peut-être aussi. Bien sûr qu'il est là le problème, mais là votre auditeur vient de décrire justement et clairement tous les méfaits de ce qu'on appelle le néolibéralisme, parce que c'est le produit du néolibéralisme qui s'est imposé à partir en France à partir de la deuxième moitié des années 80.
où on a conduit et contraint l'État à obliger l'État à s'endetter sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on a une dette qui représente quasiment 114% du PIB. Oui. Avant la libéralisation financière, la mise en place de la libéralisation financière, en 1980, c'était 20% ce ratio dette Nous sur sommes PIB. au 3e rang européen au passage. Vous avez la Grèce qui est devant, je crois que c'est 153, oui, l'Italie est à 138, mais avec une dynamique italienne qui est plus favorable aujourd'hui. Parce que la dette commence un peu à se transformer en investissement. Voilà, il y a une forme de dynamique qui se crée. Oui, mais là encore, là où il faut mettre l'accent, c'est plutôt sur le poids de la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paie rapportés au PIB ou aux recettes publiques, plutôt que le stock de la dette, parce que ça ne veut pas dire grand-chose en soi, le stock de la dette. Aujourd'hui, on a une dette beaucoup plus élevée, mais qui nous coûte beaucoup moins cher que, par exemple, au milieu des années 90, où on était à 60%, on respectait par avance les fameux critères maastrichtiens, mais le remboursement de la dette représentait 7% des recettes publiques. Aujourd'hui, on a une dette qui est 2 fois plus élevée quasiment, mais le poids des remboursements est plus de 2 fois moins élevé. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et ça, la capacité à rembourser la dette, c'est ça qui va donner confiance dans la possibilité d'emprunter. Je voudrais juste dire un mot supplémentaire. Oui, Eric Baird, oui. Aujourd'hui encore, quand l'État français émet de la dette, il y a entre 2 et 3 fois plus de demandes de titres de dette français. Donc, pour reboucler avec la question initiale sur l'intervention du FMI, un pays qui est soumis au FMI, c'est qu'il peut plus financer. C'est pas du tout le cas de la France. En revanche, ce qu'il faudrait faire, c'est se désengager de cette influence de la finance. Et par exemple, puisque vous avez cité mon soutien au programme du NFP, dans le programme du NFP, il y avait la constitution d'un pôle public bancaire. Un pôle public bancaire, ça a 2 avantages. Ça permet de flécher le financement vers de l'investissement que l'on juge essentiel, important. J'ai cité la transition écologique tout à l'heure. Et 2, ça permet aussi à l'État, par exemple, de définir un montant minimum de titres de dette publique que les banques doivent acquérir, ce qui permet d'avoir une pression à la baisse sur les taux d'intérêt et d'avoir un financement de la dette convenable. Et ce sera votre conclusion sur ce débat très précieux, Eric Baird. Pierre Gentillet, il faut changer peut-être notre façon d'emprunter, peut-être essayer de trouver un nouveau logiciel ou revenir à ce qui se faisait autrefois. Mais c'est pas seulement notre façon d'emprunter, c'est notre emprunteur. Ce qui a été dit par votre dernier auditeur est très juste. Je crois que c'est 60%, oui, c'est le chiffre de 60% de la dette qui est détenue par des créanciers étrangers. Donc ceci pose en même temps qu'une question financière, une question de souveraineté. Les Japonais ont une dette supérieure à la nôtre, à ceci près que l'extrême majorité, je crois que c'est le chiffre de 80% qui a été avancé, est détenue par les Japonais. Donc vous voyez que le rapport à la dette que le Japon a n'est pas le même rapport à la dette que nous avons nous. Donc c'est pour ça, il faut voir ce qu'on voit derrière, le vrai sujet. Et là, je rejoindrai effectivement l'économiste de gauche, vous voyez, c'est la question des intérêts. C'est la question des intérêts de la dette et donc du poids dans la dépense publique. Un dernier point quand même qui a été évoqué. Tout à l'heure, on évoquait beaucoup la question des retraités et de cette épargne qui dort. Moi, je ne suis pas pour taper comme ça systématiquement sur les retraités. Alors, on peut voir pour les retraités les plus aisés, je ne suis pas fermé là-dessus, mais sur l'épargne, à mon avis, plutôt que de passer par des mécanismes de taxation, passons par des mécanismes d'incitation. Parce que c'est vrai que cette épargne, elle devrait pouvoir servir à un moment, par exemple à une transition vers une retraite davantage de capitalisation. Allez, merci à tous les deux. Pierre Gentillet, avocat, ancien candidat RN aux élections législatives dans le Cher. Et vous, Eric Baird, merci, économiste, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Et vous l'avez rappelé, soutenu le programme du nouveau Front populaire sur cette question qui n'est évidemment pas terminée, sur la dette qui nous préoccupe jusqu'au moins au 8 septembre. À suivre à 9h et presque 50 minutes, l'éphéméride, le dernier de la saison de Guy Carlier.